Vous regardez la télé-réalité, vous ? Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. Et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés et comprendre pourquoi ça fonctionne et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé On se retrouve à l'extérieur. Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus me voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Allô, c'est le français, c'est le combat. La télé-réalité est-elle ou non scénarisée ? On s'est tous posé la question de l'envers du décor d'un épisode. Il a été particulièrement difficile de récolter ces informations. Sans doute car c'est cette opacité qui permet aux productions de maintenir un certain mystère qui intrigue toujours 20 ans après. Aujourd'hui, c'est monteuse qui nous explique concrètement comment est produit un épisode. Notre interviewé préférant garder l'anonymat, nous ne divulguerons pas son nom au cours de l'épisode. Ça fait maintenant 10 ans que je suis chef monteuse dans le domaine de la télévision. Je fais de la télé-réalité, un peu de documentaire, un peu de news, beaucoup de choses différentes dans beaucoup de domaines différents. Mais j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans dans le monde de la télé-réalité et du divertissement. Alors le métier de chef monteur, ça implique de récupérer tout ce qui a été fait en tournage, au niveau des rushs, des images, du son, et d'en faire quelque chose de rythmé, d'intéressant, de beau aussi à l'image quand on peut parfois. Donc on récupère des tonnes et des tonnes de rushs qui ont été faits et nous on met de la musique, on met des effets, on retire tout ce qui nous intéresse pas et on met tout ça en images avec des beaux clips d'îles paradisiaques pour faire rêver la ménagère. J'ai commencé en tant que stagiaire puis assistante monteuse sur Pékin Express. Ça m'a fait après rentrer sur Un dîner presque parfait. Donc il faut savoir que M6 est une bonne famille pour ça parce qu'ils aiment bien prendre des petits jeunes et faire grandir et évoluer au sein de la boîte. Donc j'ai pu bosser sur les premières saisons des Ch'tis. À l'époque ça s'appelait les Ch'tis à Ibiza, Mykonos. Après il y a eu les Marseillais contre les Ch'tis. Voilà. Et moi j'ai là récemment travaillé pour La Villa des Cœurs Brisés, pour les Princes de l'amour, pour 10 couples parfaits. Je crois que c'est les derniers. Journée type en montage télé-réalité, on arrive, on nous dit voilà, tu vas monter un épisode. En général, on a une dizaine de jours pour monter 45-50 minutes. Et on va procéder par séquence. Donc on te dit, bah voilà, il y aura une séquence, rendez-vous amoureux entre machin et machin. Une séquence, on est parti faire du bowling. Une autre séquence où ils sont tous partis en boîte. Et il nous dit, par séquence, ce serait pas mal de faire 5-6 minutes, par exemple. Donc on part d'une matière où on a peut-être 1h30 de rush. Et nous, on sait qu'au final, ça va faire 5 minutes avec les interviews comprises. Donc des interviews qui peuvent être soit du ressenti, oh là j'étais émue, c'était formidable, machin, ou des interviews qui seront purement narratives pour nous aider nous à faire avancer l'histoire. Et là j'arrive au restaurant, un serveur vient me voir et je lui commande je sais pas quoi. On n'est pas dans le ressenti, mais on est plus dans le côté je raconte ce qui s'est passé. Bon, nous en télé-réalité, on est quand même plus friands du ressenti parce que la narration, si les cadreurs ont bien fait leur boulot, normalement, on a les images, ça se raconte tout seul. Donc voilà, et puis on a une journaliste on appelle ça une chef éditoriale, chef d'aide, qui est là pour nous dire, voilà, nous on va raconter ça comme ci, comme ça, tu verras, il y a des interviews qui ont été faites là-dessus. Et après, moi je m'amuse avec les images, avec les musiques, les effets. S'il faut mettre de la tension, on met des boum 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 de partout avec de la musique de Troisième Guerre mondiale. Et puis si c'est du love, on va sortir les violons et on va mettre plein de petites cymbales toutes mignonnes, beaucoup de jeux de regard dans les plans qu'on va choisir aussi pour accentuer telle ou telle chose.
Je peux monter toute seule, surtout au début, à l'étape du dérush. En général, on nous laisse tout seul prendre de la matière, voilà. Donc en général, s'il y a 2 heures de rush, on se mange en visionnage 2 heures de rush à regarder. Des fois, il se passe pas grand-chose pendant 2 heures, mais ça fait partie du jeu. Il faut qu'on s'imprègne des images et de ce qui s'y passe. Et après, effectivement, quand on atteint l'étape de structure, donc structure, c'est faire la structure de l'épisode. Là, on a vraiment besoin d'édito. Donc, on a besoin d'avoir de la journaliste qui est avec nous, ou du moins vraiment qui nous fait un listing de tous les petits bouts d'ambiance en termes de son qu'on voudrait avoir. Là, je te dis une bêtise, à 3 minutes, il y a machin qui va dire ça tu me le gardes, ça tu me le gardes, ça tu me le gardes. Donc soit elle est avec moi et on le fait ensemble, et on sélectionne les petits bouts qu'on veut, soit elle me fait vraiment un descriptif, un vrai dérush, avec vraiment la phrase dont on a besoin, quoi. Après, moi, je m'adapte à côté pour que ça soit fluide, mais voilà, elle max, entre guillemets. Moi, quand je monte mon épisode, je livre 45 minutes, par exemple. Monté, musiqué, prémixé. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le lissage. Donc là, ce sont des monteurs qui, eux, vont être là presque à la saison. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir un regard d'ensemble pour unifier un peu tous les épisodes. Parce que nous, en termes de musique, où on a tous nos styles, on a tous nos petits univers, nos petits effets qu'on aime bien mettre à nous. Mais pour qu'il y ait une sensation d'uniformité, on est un peu obligé d'avoir quelqu'un qui repasse derrière et qui, lui, aura vraiment l'ensemble en tête. Il aura une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il aura vu l'épisode d'avant, il va avoir l'épisode d'après. Donc il sait... Si je suis passé à côté d'une information cruciale que je n'ai pas mise, moi, parce que je jugeais que ça avait aucun intérêt, mais qu'en fait, ça a un impact sur 3 épisodes plus tard, ce que Machinette va dire à machin, lui, il va peut-être le réinjecter dans mon épisode. Donc, il y aura encore des salves de modification. Une fois que le lissage est terminé, c'est envoyé à la chaîne. Et là, c'est la chaîne qui a son petit mot à dire. En général, sur les émissions qui sont rodées depuis pas mal de saisons, à part changer peut-être une musique qui les ont fait un peu tiquer, ou je sais pas si en interview on a trop assuré ce que peut dire quelqu'un et qu'à l'oreille ça sonne un peu bizarrement, ils peuvent nous faire ce genre de modification. Mais dans l'ensemble, comme c'est des monteurs qui eux sont aguerris, le tournage aussi, en général, ça fonctionne plutôt bien. On n'est plus aux prémices du tout début de la télé-réalité maintenant, quoi. La plupart du temps, ce sont des modifications vraiment purement esthétiques ou artistiques, si je puis dire, même si on fait pas trop de l'art avec la télé-réalité, mais ça va plus être ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver aussi que, courant d'une saison, on décide de raconter les choses autrement, que les règles changent, parce que, je sais pas, la chaîne concurrente a essayé de faire quelque chose et qu'on voit que ça cartonne, donc du coup, ils essayent de se mettre au diapason. Et qui sont plus usants aussi pour nous, monteurs, parce que voilà, on n'est pas juste là à se dire je change ma musique parce qu'elle n'a pas été appréciée, mais là, on défonce tous les épisodes, on redécoupe tout et je récupère une séquence qui était dans l'ancien épisode, que je vais remodeler avec ça. Celle-ci, elle dégage complètement. Donc ça peut arriver qu'effectivement, on travaille des fois pour rien, pour une séquence qui finalement sera jamais diffusée, quoi. En tournage, pour des questions de sécurité, on préfère toujours tourner très très large. Et soit c'est pour laisser ce qu'on appelle vivre un peu les séquences, laisser un peu la spontanéité des candidats qui maintenant connaissent très bien les filons de la télé-réalité, qui sont presque acteurs finalement, malgré eux. Enfin, je veux dire, c'est eux-mêmes qui se mettent en scène, donc ils savent très bien ce qui fonctionnera ou non. Donc des fois c'est bien de leur dire voilà, on vous met tous les deux là-bas là, et nous on essaye de se faire les plus discrets possible en termes de caméra. Vous déitez, vous faites votre vie quoi, ça marche pas, voilà. Mais du coup ça peut être très long. Et moi en montage, il faut absolument que je chope la petite phrase, le petit regard, le petit machin qui fait que ça marchera. Donc je vais être obligé de me manger 1 heure de dating pour que si ça se trouve, au final, le mec lui dise je veux pas de toi parce que j'en sais rien, parce que t'as couché avec mon meilleur ami et que ça dure 3 plombes, qui s'explique, qui tourne en boucle, qui raconte 15 fois la même chose. Et moi, je vais en faire 5 minutes et croyez-moi, ce sera largement suffisant pour tout le monde parce que y a pas besoin de plus en fait. Tant qu'on a une idée, c'est aller droit au but, et en termes de rythme, on est un peu obligé aussi. Si je vous mettais la séquence brute, vous endormez au bout d'un quart d'heure parce qu'il se passe pas grand-chose et voilà quoi. Sur le tournage, il y a toujours quand même une espèce d'organisation où ils savent quand même
où ils vont. C'est-à-dire qu'ils vont forcément avoir toujours une séquence en extérieur, une séquence boîte de nuit festive. Et après, effectivement, ça dépend de ce qui s'y passe, quoi. C'est-à-dire que s'ils s'embrouillent pour une raison ou pour une autre parce que machin a dragué bidule, ça, la prod, elle peut pas le prévoir. Par contre, mais ils sont quand même un peu drivés dans le sens où, quand ils sont là à manger le matin et qu'il se passe rien, si vraiment il se passe rien, vu qu'ils ont quand même plein de cadreurs qui sont payés pour filmer ça, donc si on n'en fait rien, c'est un peu nul. Donc ils vont un peu les booster un peu, quoi. Et les gens de l'édito, les Red Chefs, etc., vont leur dire tiens, on vous a prévu une sortie kitesurf, c'est toi qui l'annonceras du coup au petit déjeuner. Et puis tiens, tu choisis, je sais pas, 3 personnes avec qui tu pars. Et tu te justifies, quoi. Et donc, du coup, le mec, il va arriver au petit-déj. Donc, ça va être au début très naturel. Ah, tu veux des kélogs? Je prends du lait, tu veux un café, machin. Et puis, il y a le moment où, bon, les gars, il fait super beau. Moi, j'ai pas envie qu'on reste à la maison. J'ai envie qu'on s'enjaille. Donc, je vais en prendre 3 et on va partir faire du kitesurf. Et en fait, c'est ce genre de séquences-là qui servent à quoi? Juste à lancer le fait qu'ils vont partir en kitesurf, plutôt que d'avoir une interview de quelqu'un qui va te dire bon voilà, donc là, on part au kitesurf, c'est nul, là, c'est vivant. Là, en général, ils sont bons clients, donc tout le monde fait wow, trop bien, on va au kitesurf. Et puis après, ça se trouve, s'il a choisi Micheline, il y en aura 2 qui vont partir dans un coin. T'as vu, il a choisi machin, moi j'aurais préféré partir avec lui. Et voilà. Et en fait, juste en lançant l'idée devient tu vas dire que t'as une sortie, on sait pas, derrière il peut découler plein de choses. Et c'est un peu le jeu, c'est que oui, ils prévoient des choses parce que sinon on s'ennuierait vite, surtout quand ils sont enfermés comme ça dans une maison à 15. Et en même temps, on est tributaire de ce qui se passe et de ce qu'ils ont décidé eux de faire, quoi, de se dire, de vivre. En général, les candidats ont une journée de off par semaine. Donc une journée où les caméras sont pas là, où tout est éteint. Ils font leur vie, mais voilà, en gros, ils sont pas filmés. Et ça peut arriver, effectivement, que il se passe des choses à ce moment-là. En général, on leur dit bon, faites-la cool. C'est-à-dire que même si tu dois t'embrouiller ou au contraire te rabibocher, essaye d'attendre lundi, quoi. Parce que nous, ça nous arrange pas. On va pas comprendre pourquoi vous étiez en froid et puis le jour d'après, tout va bien, quoi. Donc normalement, ils ont une journée de off. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que la nuit, les caméras, elles sont posées. Donc c'est-à-dire que nous, on les quitte à 1h du matin et on les réveille le lendemain à 8 ou 9h environ. Et il peut se passer plein de choses pendant la nuit. Donc après, ils sont pas fous. Ils savent très bien que si c'est du off, ça sera pas montré à l'image parce que nous, on peut pas le raconter. Donc ils ont aucun intérêt de créer de la séquence quand les cadreurs ne sont pas là en train de filmer, en fait. Mais ça peut arriver, on sait jamais. Au tout début de la télé-réalité, il y a maintenant une vingtaine d'années, quand il y avait les Love Story, etc., effectivement, pourquoi ça s'appelait télé-réalité? Parce que c'était vraiment la réalité. C'est-à-dire que le principe, c'était de prendre 10, 20 personnes, les enfermer et de voir ce qui se passe. De les laisser, d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà regardé un peu Love Story la première saison, mais en fait, c'était vraiment chiant à mourir parce qu'en fait, on observait vraiment des gens qui bronzaient. Maintenant, on en est loin. Ça fait 20 ans que la télé-réalité existe, qu'il y a plein de programmes, que ce soit d'aventure, de dating, d'enfermement. Donc maintenant, ils ont compris comment ça fonctionnait. Ils ont compris le principe du buzz. Comme Nabila à Allo, on voit où elle en est maintenant. Elle a un peu tout réussi, entre guillemets, sa vie à ce niveau-là, juste sur un Allo, quoi. Donc ils savent maintenant très bien comment fonctionnent les choses. Ils savent très bien que si t'es effacé et que t'es dans ton coin, t'apparaîtras pas à l'image. Et c'est vrai que la plupart des candidats qui participent à ce genre d'émission-là, il y a beaucoup de retombées sur les réseaux sociaux. C'est dans leur intérêt d'exister, en fait, dans le programme. Donc, d'eux-mêmes, c'est là où c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques années, on les aurait peut-être un peu titillés, on les aurait peut-être un peu, pas forcés, mais poussés vraiment à se sortir les doigts pour qu'en gros, ils créent de la séquence et que ce soit drôle ou que ce soit du fight ou que ce soit du love ou machin. Maintenant, ça devient vraiment naturel. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'ils sont presque des acteurs malgré eux. C'est-à-dire qu'ils jouent un jeu, mais c'est une personnalité qu'ils se sont créés eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que je pourrais pas dire que c'est faké parce que je pense qu'en réalité, je pense qu'ils sont comme ça, même sur leurs réseaux sociaux, en fait. Ils agissent vraiment tels qu'ils l'ont décidé, quoi. C'est juste qu'ils ont compris qu'effectivement,
Si t'es introverti, de toute façon, ça fonctionne pas, et de toute façon, tu participes en général pas à ce genre d'émission-là aussi. De toute façon, quand ils sont castés, même si maintenant il y a plutôt, enfin, si, il y a toujours des castings qui ont lieu, mais quand ils sont castés, ils vont souvent les chercher dans les boîtes de nuit ou dans des endroits, voilà, où on a déjà de base un type de profil où tu sens qu'ils vont pas être mal à l'aise devant les caméras, ou qu'ils vont pas être hyper timides, ou alors ça va durer 2 secondes et en fait à partir du moment où on va aller leur faire boire un verre de champagne, c'est bon, c'est wouh. Donc voilà, il peut y avoir des différences, des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise dans le rôle un peu de showman, effectivement, il y en aura qui seront peut-être un peu plus effacés, mais de façon générale, bon, ils sont quand même assez à l'aise. On n'aura jamais quelqu'un qui sera complètement introverti dans son coin. Ça n'a pas trop d'intérêt pour cette personne-là et de venir, et pour la prod, de caster quelqu'un de ce style-là, quoi. Alors, pour qu'un épisode fonctionne bien, déjà, il faut qu'il y ait du rythme. Là, c'est vraiment purement du montage, c'est-à-dire des bonnes musiques qui t'emmènent au bon endroit. C'est-à-dire que fin de séquence, on fait un petit clip avec des belles images de mer, de machin, de trucs, bien rythmé, bien tac, 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 tac. On termine le petit clip, on part sur une séquence dans laquelle on s'installe. Par exemple du love, après derrière forcément pas du love parce que faut varier le rythme, donc on va mettre un truc où il y a un peu d'embrouille peut-être, ou du moins il y a une tension. Après derrière on va se dire bon, en même temps faut un peu les faire rêver, donc on va les emmener dans une boîte de nuit, dans une activité extérieure ou quoi que ce soit, pour avoir déjà la notion de l'extérieur et pas d'être tout le temps dans la maison déjà, et puis aussi parce que c'est toujours vendeur en termes d'image d'avoir une belle activité en extérieur. Après, ce qui va surtout faire aussi le succès d'un épisode, c'est les candidats eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a toujours des candidats un peu phares, qui sont hyper connus, qui font le show. Voilà, forcément, les séquences rigolotes où ils se disent « Ah viens !» On décide de tondre ou d'épiler machin juste pour le fun, et parce qu'ils se font un peu chier dans la maison et que du coup ils se disent ça va nous amuser de faire ça. Bon oui, c'est une séquence qui fonctionne bien parce que voilà, ils vont arriver, ça va être rigolo, et il y aura des cris, des aïe, c'est horrible de se faire épiler, enfin voilà. Il y a des choses comme ça où on sait que ça fonctionne très très bien. Donc en fait le tout c'est de varier un peu le rythme, d'avoir un peu de tout dans un épisode. En montage, nous, on appelle la notion de choisir ou pas comment on raconte une histoire. On dit qu'on angle une histoire. Donc, par exemple, une soirée en boîte de nuit, on peut l'angler sous toutes ses formes ou presque. C'est-à-dire qu'on peut l'angler sur le côté bon, t'en fais juste un petit clip là, feel good, tout le monde est content, il y avait beaucoup de tension dans la maison, là tout le monde se détend, c'est trop cool, c'est machin, de la danse, du son, des verres, des ouh, et puis voilà, et ce sera très bien. Après, s'il s'y passe des choses, on peut très bien se dire, bon, il y a machin qui essaye de se rapprocher de bidule. Donc si on peut angler un peu l'enjeu de cette sortie de boîte de nuit dans cet axe-là, c'est cool. Donc du coup, ok, très bien. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais regarder au niveau des micros, je vais isoler les 2 personnages en particulier. Je vais regarder au niveau des plans, au niveau visuel, ce qu'on a, nous, si on a effectivement des regards je sais pas, ça essaye de se dragouiller, de machin, même si elle parle avec sa copine, peut-être qu'il y a un moment donné où elle le regarde, ou voilà. Nous, en interview, on en rajoute un peu. On va aller chercher le bout de la nana qui dit « Ah moi, pendant cette soirée, j'aurais bien été voir machin pour qu'on puisse discuter un peu parce que je l'aime bien. J'aimerais bien apprendre à le connaître. » Alors que ça se trouve, elle parle de son grand-père. On va peut-être prendre ce bout-là d'il y a 4 jours plus tard. Mais c'est pas grave, nous, on a besoin qu'elle nous raconte le truc proprement, correctement, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas forcément dénaturé parce que, si elle va voir le mec et qu'il y a quand même un rapprochement, on l'a pas inventé, c'est-à-dire qu'elle y a quand même été, voilà. Mais c'est vrai qu'on va accentuer, de par les interviews, les jeux de regard, les effets visuels, on va accentuer toute l'histoire, alors que ça se trouve peut-être que c'était plat. Peut-être qu'elle a juste dit ce serait cool à l'occasion qu'on se fasse un petit dating et qu'on aille se faire une bouffe parce que je trouve pas mal, hein. Allez, bisous. Ça se trouve ça a duré 15 secondes, enfin j'exagère. Et nous on va en rajouter 3 tonnes, on va essayer de se dire tiens, est-ce qu'elle en a pas parlé à ses copines ? On va prendre le petit bout où elle a dit à sa copine il est vraiment beau quand même Kevin, faudrait vraiment que j'essaie de le connaître parce que il a l'air vraiment sympa, voilà. Et voilà, on fait un peu monter la sauce. On prend toujours des faits qui existent en base,
Par contre, après, oui, effectivement, on peut en rajouter beaucoup plus que ce que ça a été réellement dans la vie, quoi. Et ça peut arriver que parfois, on gruge un peu les interviews pour avoir une cohérence avec ce qui va se passer plus tard. C'est-à-dire, si machin qui a été choisi par Micheline pour aller faire du kitesurf, en fait, c'est relou, mais que ce serait bien quand même qu'on dise que finalement, elle aurait bien aimé y aller, mais bon, voilà. Bon, bah, peut-être qu'effectivement, nous, en interview, on va un peu le gruger, on va dire, bon, en fait, j'aurais bien aimé aller au kitesurf, enfin, j'aurais bien voulu aller au kitesurf, parce que du coup, on aura découpé son interview en 150 fois. Alors que ça se trouve, elle s'en fout, mais ça peut avoir un impact sur ce qui va se passer derrière. Parce que si au final, je sais pas, le mec s'est rapproché d'une autre fille et que du coup, derrière, ça l'a un peu saoulé, faut qu'on puisse l'amorcer un petit peu en amont, quoi. Si lui, il annonce il part avec A et pas avec B, et que B, elle dit ok, c'est pas grave. Bon, bah, moi, ça m'arrange pas, parce que derrière, elle est censée faire la tronche, parce qu'il a roulé un patin à A pendant que B était à la maison. Ça peut arriver qu'effectivement, on gruge un petit peu les interviews, mais une fois de plus, rien qui aille non plus complètement à l'encontre, déjà d'une, de ce qui s'est passé, et de deux, question éthique, justement, qui aille pas porter préjudice à la personne, que ce soit pas mauvais, quoi. Je veux dire, qu'on ait dit que t'as mangé un pain au chocolat alors que t'as pris un croissant, c'est pas trop grave, quoi. Donc faut pas que ça change non plus vraiment la vie de la personne, quoi. Bon, je vais pas dire qu'elle est amoureuse si c'est pas le cas, par exemple. Enfin, on prend pas non plus on va gruger sur des détails narratifs, parce que nous on préfère que, voilà, dans la construction globale de toute la saison, voilà, que ce soit plus fluide et qu'on comprenne mieux pourquoi après il s'est passé ça. Oui, on peut effectivement bidouiller un petit peu. Mais après, on peut pas non plus inventer des choses qui ne se sont pas passées. Je veux dire, si machin n'a pas embrassé machin, je vois pas comment on pourrait nous raconter que machin a été embrassé machin, quoi. On va pas inventer non plus. Mais c'est vrai qu'on a quand même, surtout en post-production, la possibilité, voilà, de traiter telle histoire de telle ou telle manière. Sympa, pas sympa, on peut faire passer quelqu'un pour un peu un connard, ou quelqu'un pour une nana sympa, alors que c'est peut-être pas forcément le cas, mais pour des raisons éditoriales, il vaut mieux, pour qu'on puisse comprendre l'évolution au fur et à mesure des épisodes, que lui, il a peut-être été un connard à ce moment-là, ou que elle, au contraire, elle s'est rachetée à ce moment-là. On est un peu obligé de forcer un peu le trait, quoi. Après, moi, ça m'est pas arrivé que dans mes rushs, j'entende la journaliste dire... Bon, est-ce que tu peux me dire mot à mot, j'irais bien embrasser Bidule, mais machin, elle m'empêche de le faire. Alors que c'est peut-être pas le cas. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un dicter les mots, vraiment du mot à mot, à un quelconque ou une quelconque candidate. Après, si on sent que c'est laborieux et que la personne est fatiguée, qu'elle en a marre, parce qu'ils seront aussi, en vrai, c'est un peu relou, hein, les candidats maintenant, hein, c'est des stars. Hein. Donc faire des interviews à minuit alors que les autres sont en train de faire la teuf, et ça les fait clairement chier, en fait, d'être enfermés pendant 45 minutes dans une salle où ils vont raconter ce qui s'est passé la journée même, quoi. Donc des fois, faut un peu les accompagner, effectivement. Faut leur dire, bon allez, redis-moi, donc là, t'arrives à la piscine, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Machinette qui est pas venue te voir à un moment donné ? Allez, dis-le-moi, s'il te plaît, mais dis du tien, vas-y, c'est bon. Et donc là, il va dire, voilà, oui, donc je m'assois à la piscine, et là, Machinette est venue me parler, gna gna. Mais en tout cas, moi, dans les téléréalités sur lesquelles j'ai pu travailler, ou du moins sur les épisodes sur lesquels j'ai pu travailler, j'ai jamais eu cette notion-là de vraiment, on te dit bout à bout ce que tu dois dire proprement, exactement au mot près, quoi. Je crois que c'est aux États-Unis ou en Angleterre, ou je sais plus où ils font carrément les interviews après le montage. C'est-à-dire qu'ils montent eux-mêmes leurs séquences, et ils se disent, bon là, il nous faudrait Machinette qui nous dise ça. Et en fait, les candidats sont rappelés. Et là, effectivement, c'est du bout à... Enfin, voilà. Là, c'est vraiment mot à mot. Dis-nous exactement ça, quoi. C'est pas rare qu'on ait des insultes en tant que monteur sur les réseaux sociaux, petit message à la post-production, merci de m'avoir fait passer pour un blaireau, ou ça s'est pas du tout passé comme ça, ou ça peut arriver, surtout quand leur ego est touché.
Enfin, je veux dire, moi je fais qu'obéir aussi une ligne éditoriale. C'est pas moi personnellement on se dit ah bah tiens ta tête me revient pas donc du coup je vais me la farcir et et tu vas prendre cher. Évidemment que non. Moi j'en ai rien à battre quoi. Mais ça va pas changer mon salaire, ça va pas changer ma vie donc voilà. Mais ça peut arriver effectivement qu'on ait eu des petits pics comme ça. Je sais qu'il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé en termes d'éthique, mais c'est sur tout ce qui est JT et tout, donc c'est pas de la télé-réalité. Il y a des candidats qui sont tellement bons dans ce qu'ils font dans la télé-réalité qu'en fait on les retrouve sur beaucoup de télé-réalités différentes. Moi ça m'est arrivé d'arriver sur Les Princes de l'amour et me dire oh bah tiens qu'est-ce qu'il fait là celui-là moi je l'avais connu quand il était sur Les 10 couples parfaits. Alors après il est sorti avec machin qu'il a rencontré sur Les Princes de l'amour, puis après il a le cœur brisé, du coup il va faire la villa des cœurs brisés. Donc voilà et puis du coup après il est remis, donc du coup il repart sur 10 couples parfaits parce que là c'est sérieux et qu'il veut vraiment trouver l'âme sœur, celle qui lui correspond. Et voilà, et en fait c'est un cercle comme ça où ceux qui sont vraiment bons et qui sont des bons persos, ils passent de télé-réalité en télé-réalité, ils ont vraiment fait un business, maintenant c'est quasiment leur boulot si je puis dire. Et donc oui, on voit que pour certains c'est inné quoi. De toute façon, on crée cette notion un peu de fidélité où si on aime bien machin, eh ben on aimerait bien le voir dans d'autres émissions de télé-réalité. Donc c'est vrai qu'au tout début de la télé-réalité, ou même il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, comme on avait tout le temps des persos différents et que ça changeait à chaque fois, on avait moins cette notion-là d'attente de ah cool, on va retrouver machin. C'est vrai que maintenant, peut-être que on axe plus le côté un peu VIP ou du moins le côté un peu célébrité, un peu la fame que peuvent avoir certains candidats. Chose qu'on n'avait absolument pas au tout début et que c'était vraiment des gens qui venaient pour une saison et puis après on les revoyait plus quoi. Enfin, donc du coup on avait presque l'excitation à chaque saison de se dire ah alors c'est qui ? Alors que maintenant c'est ah alors on va retrouver lesquels ? Encore lui, encore elle. Donc effectivement, je pense que c'est une formule, maintenant ils le savent, les prods le savent, ils savent très bien qui est apprécié ou non en fonction du nombre de followers, de suivi, de trucs, de machin. Donc ils ont tout intérêt à prendre des candidats qui ont un peu de projecteur sur eux. C'est dans leur intérêt de toute façon d'aller dans le sens des productions parce que sans elles, ils n'existent pas en fait. C'est des gens qui n'ont pour certains même pas eu le bac, enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est leur voix. C'est ce qui leur permet de vivre une vie, pour certains, plus que correcte. Là où avant, les gens avaient tendance peut-être à l'ouvrir un peu plus, à râler et à dénoncer le moindre truc qui avait été un chouï déformé, eux, maintenant, ça leur passe complètement au-dessus. Et puis, il y en a même qui préfèrent presque avoir le rôle, finalement, du connard, parce qu'ils savent très bien que ça va faire parler, tout simplement. Enfin, des fois, faut pas aller chercher plus loin. Quelqu'un qui va s'embrouiller gratuitement alors que y a quasiment pas de raison ou juste parce que le mec, je sais pas, il a pas rangé ses chaussettes et il va partir dans un truc parce qu'il sait très bien que plus il va avoir le côté sanguin, etc., et plus on va le faire exister. Donc, des fois, ça tient à peu de choses. Moi j'ai donc 33 ans, donc j'ai fait mon adolescence sur les premières saisons de Love Story, de la Starac, enfin de toutes ces émissions qui ont émergé au début des années 2000. Personnellement, à l'heure actuelle, j'en regarde aucune, mais vraiment, en tout cas pour tout ce qui est émission d'enfermement. J'avoue que mon petit péché mignon, ça reste Koh-Lanta. Ça peut m'arriver de les avoir en fond sonore, sinon je regarde pas du tout. Moi je dirais qu'on touche la tranche. Alors il y a deux choses, il y a vraiment la ménagère qui reste toute seule chez elle et qui garde des enfants et qui elle peut avoir la télé allumée toute la journée, donc bon, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais après je pense que les gens qui regardent principalement ces émissions là, ça va de 12-14 ans jusqu'à peut-être 20-25. Je pense même plus être la cible en fait, je suis trop vieille. C'est malheureux à dire mais c'est vrai. S'il n'y a pas de scénario à proprement parler sur les tournages des émissions, tout est fait pour attirer l'attention des téléspectateurs en leur racontant des histoires auxquelles ils pourront s'identifier. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.